Bonjour, bienvenue au Téléjournal. Mon nom est Safran. J'ai toffé 3 secondes. Je serais bon au Téléjournal, moi. Je serais bon pour. En fait, des fois, il faudrait faire ça, je pense. Mettre un humoriste de temps en temps au Téléjournal. Quand tu as des grosses nouvelles assez dramatiques, là, tu mets un humoriste. Comme ça fait moins mal tout de suite parce que tu es toujours entre si tu as un gag ou pas un gag. Puis là, après ça, tu vas fouiller sur Internet. Puis tu réalises que oui, il y a eu 11 morts. Puis là, c'est vraiment triste. Mais au moins, tu as eu un gap de. Chris, c'est-tu vrai? Tu sais, je pense que ça donnerait un break aussi à Céline Galipo, Pierre Bruno. À un moment donné, là, je veux dire, Pierre Bruno, là, fait un esti de bout qui roule, son homme, là, Monet, là, papa est fatigué. Il est tannant en esti, Pierre. Il te dit pas, Pierre, c'est pas un homme qui veut décevoir, d'après moi. Je le connais pas. D'après moi, il va être fatigué en esti, Pierre. Moi, je pense qu'il a pris sa retraite, ça fait 10 ans, mais son corps se lève tout seul pour aller lire les nouvelles. Fait que le nouveau, il voit M. Bruno arriver, il fait esti, il se tasse. Fait qu'il est toujours en dessous du comptoir. Je pense que quand Pierre Bruno fait les nouvelles, il y a un stagiaire qui pensait qu'il avait un job à chaque calice de soir, puis il est caché, la joue à côté, ses rotules à Pierre Bruno, puis il attend qu'il ne rentre pas. C'est mon pronostic. Là, je vous entends penser, c'est sûr que c'est ça, Sam, tu as tellement raison. Ça me fait plaisir. Pierre Bruno, je pense que ça serait malade de recevoir Pierre Bruno ici. Pierre Bruno, ça serait dans le cul. Hein, tout le monde? Bon, là, ça, je vous entends pas. Mais d'ailleurs, merci aux gens qui sont avec nous en ligne, YouTube, Patreon. Merci aux membres Patreon de soutenir le podcast. À chaque fois, ça me touche. Vous ne savez pas comment. Si vous avez des commentaires, questions pour notre invité d'aujourd'hui, allez sur la plateforme YouTube pour les poser. Et merci à tout le monde qui écoute le podcast. À chaque semaine, ça monte, ça monte, ça monte. Merci pour le bouche à oreille. Merci à toi qui m'écoutes en ce moment si tu es en voiture pour aller au travail, au retour du travail, si tu t'en vas t'entraîner, si tu marches ton chien qui t'après chier sur tes semelles. Tout ça, là, c'est après, j'allais dire baiser, mais ça m'étonnerait en Saint-Cyro du diable que tu baises sur un avec son Sam. Ça serait au moment que tu commences l'acte, tu t'entends. Ah, OK, mal commode. Ça doit t'assécher une pantoufle. C'est ça que je veux dire, là, d'entendre la voix simili nasillarde et canardienne. C'est canardienne. Canard, canardienne. Ça, tu peux le béchereller. Dans le bécherel, page 36, c'est là. OK, mon commanditaire d'aujourd'hui pour une deuxième fois, Gorilla Fitness qui soutient l'Espace Cast. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai déjà dit dans un podcast de 2-3 semaines déjà, Gorilla Fitness qui est le principal fournisseur d'équipements de force et d'entraînement fonctionnel au Canada. C'est une compagnie bien d'ici, fondée et opérée au Québec. Parce que des fois, on se dit, c'est fondé ici, tu opéré ici, c'est opéré ici. Maintenant, tu avais un gros marqueur, tu cocherais opéré ici. Et leurs équipements sont d'ailleurs en majorité fabriqués et conçus au Québec et leur durabilité est sans égale. C'est ça qui marque. Encore là, tu te dis, ben là, va donc chier sans égal. Tu lis ce qu'ils t'ont envoyé. Oui, mais je le pense. C'est ça l'affaire. Quand je te dis quelque chose, c'est que je le pense. Tu peux me faire confiance, là, pendant que Fred nous met le site de Gorilla Fitness. Site qui est bien fait d'ailleurs. Et il y a un code promo avec son Sam. Fait que ça, si tu veux un code promo, tu marques avec son Sam. Je ne sais pas si c'est clair. En te le disant, je te l'ai répété. Avec son Sam, je vois qu'il est dans majuscule, tout collé. Ça, c'est le fun parce que ça se dit bien. Pas comme quand tu arrives chez Simon, tu sais, achètes un chandail et il te demande ton courriel. Tu réalises que tu as un vieux courriel là, de 1997, mais mon invité d'aujourd'hui est né en 2000. Il va se sentir un peu, je vais dire 2000. Tu sais, du genre, ah oui, c'est Roxy Sex 69, là, tu sais, quand tu achètes 2 jupes, une paire de talons hauts et une strap de cuir, là, c'est un peu calice. Fait que moi, j'invente toujours des courriels. Je sais pas si vous faites ça. Inventez-vous des courriels? Moi, ça m'énerve avoir de la pub. Fait que j'invente toujours du genre, je n'ai pas de courriel, tout en minuscule collé, à commercial caramel.com. Puis tu sens le doute là, chez la personne. Elle l'écrit, elle rentre dans le système, ça me calisse patience. OK! Mon invité d'aujourd'hui, c'est un... Quand je me suis dit, je vais l'inviter, ce gars-là, Félix Auger-Aliassime, écoute, il a beau avoir juste 20 ans, c'est déjà une star, une star au Québec, une star dans son sport, qui est un joueur de tennis professionnel. Je me suis dit, gars, moi, il écrit pour la forme. Puis à un moment donné, je vois qu'il me suit sur Instagram. Ça, je vais te le dire, au niveau éjaculatoire mental, ça le fait. Tu sais, je te rassure, Félix, tu m'entends en ce moment, mental, hein, va pas penser que je veux dire au niveau du bas-ventre. J'étais très heureux. Je me suis dit, ce gars-là m'ouvre la porte. Il est un fan d'Avec son Sam, c'est sûr et certain. Je l'ai invité. Et il a accepté, il a dit oui, puis c'est le fun, il est là, je suis tellement content. Si vous voulez en savoir plus sur le joueur de tennis qu'il est, je peux déjà t'en dire un petit peu. J'avais quelques informations sur lui. Il a été champion du monde à l'âge de 11 ans. Déjà là,
j'ai le goût d'arrêter là. Puis même Roger Federer, qui est un joueur là, qui se veut respectable dans le milieu du tennis, a déjà dit de Félix qu'il serait un des grands. Puis à ce moment-là, il avait 18 ans. Tu comprends-tu? Comment ce gars-là va être bon? Va être encore meilleur parce qu'il est déjà bon. Bref, tu peux aller voir des entrevues, tu peux le googler. Aujourd'hui, on parle à l'humain derrière la raquette, Félix Auger-Aliassime. Mesdames, messieurs, bon podcast! OK! Oui. C'est excellent. Ah ouais, tu commentes mon introduction en disant que c'est excellent? C'est excellent. Pierre Bruno, là, je pense que c'est le prochain invité après moi. Puis, sur le podcast. La première fois que j'avais écouté avec son Sam, déjà, j'étais crampé au fait de dire podcast. Podcast, c'est le mot tellement difficile à dire, tu sais, en français, tu sais. Non. Écoute, il faudrait dire en français pas un français de France, mais en français normal, il faudrait dire balado. Mais pourtant, j'aime bien ça, parler anglais quand c'est anglais, puis parler français quand c'est français. Ouais. Mais je veux dire, je me suis dit, dire c'est pas SCAS. Comme ça, les gens sont pas sûrs si tu anglais ou AVC, ils sont pas convaincus. Je dis toujours, tu croches un peu. Bon. Félix, je te le disais avant qu'on commence l'enregistrement, j'ai trouvé ça le fun. En fait, ce que j'expliquais à Félix, pour les gens qui écoutent en ce moment, c'est que il y a des gens qui ont vécu le 1/10 du parcours de Félix, puis que déjà, ils se prennent pas pour un tas de marde. Et Félix, clairement, tu restes très terre à terre, tu nous réponds, et là, je trouve ça fait, tu me dis, ben oui, je vais être là à ton podcast, ça va me faire plaisir. J'imagine que tu viens donc d'une famille assez humble dans tout ça. Là. Je pense pas que les gens ont la grosse tête dans ton entourage. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Les gens n'ont pas la grosse tête. On a eu un début, mes parents, je pense qu'ils ont toujours mis tout autour de moi, mais c'est vrai qu'on c'était très humble comme parcours. Puis, ma mère est québécoise, mon père est donc d'origine togolaise, petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, puis ils se sont rencontrés là-bas. C'est sûr que oui, j'ai toujours, j'ai grandi dans un quartier normal, en ayant l'école publique, jusqu'à temps que j'intègre, exemple, le Centre national d'entraînement. Mais non, mes débuts ont toujours été, je pense, je me considérais toujours, moi et ma famille, comme un peu comme ça, comme tous les autres, comme tous des humains comme tous les autres. Mais puis c'est toujours le cas, Puis ma mère est enseignante, mon père est entraîneur de tennis. Puis reste que malgré tout ce que je vis, qui est un peu, qui est incroyable et surréel par moments, je reste toujours la même personne que j'ai toujours été là. J'espère le croire, mais... À date, ça semble bien aller. Information qui m'a surpris, je pensais que tu étais natif de Montréal, mais tu es né à Ancienne-Lorette, ou tu as grandi du moins à Ancienne-Lorette, à Québec? Non, en fait, pour rectifier, donc je suis né à Montréal, je suis né à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Ah, OK. Ma mère est de Montréal, mon père, évidemment, en immigrant. Quand ils sont revenus ensemble du Togo, ont habité à Montréal les premières années quand ma soeur et moi, on était petits. Puis en 2004, au moins à l'âge de 4 ans, on a déménagé à Québec pour le travail de mon père. Okay. En fait, c'est là que j'ai un peu fait mes débuts. Oui, c'est ça, à l'Ancienne-Lorette où j'ai grandi. C'est là que je suis allé à l'école primaire, que j'ai fait mes débuts dans le tennis. Donc, c'était vraiment une belle enfance là, dans un quartier plutôt tranquille de l'Ancienne-Lorette, un peu périphérie de Québec. Fait que, c'est ça. Et tes parents ils se sont rencontrés de quelle façon exactement? C'est assez drôle. C'est fou, c'est un peu le destin, si on dit. C'est mon père, donc, qui habite dans un village un peu au nord du Togo, tout petit village. Ma mère qui est en fait là pour, je dirais pas un voyage humanitaire, mais qui en fait, qui est dans le milieu de sa vingtaine, puis qui fait un voyage en fait pour en apprendre plus sur une autre culture, puis aider dans une école là-bas. En fait, je pense que c'était une école / garderie. Puis un jour, les femmes avec qui elle travaille, puis elles-mêmes, veulent faire un cours un peu de danse, mais de sport. Ils veulent faire du sport, puis elles veulent bouger. Puis il y a une femme qui dit, moi, je connais le sportif du village, l'entraîneur du village, si on veut.
qui est mon père. Mais mon père, qui lui, joue au tennis, il joue au soccer, mais avait aucune idée de comment faire une classe de Zumba ou d'entraîner un groupe de femmes. Puis, donc, ma mère garde toujours un souvenir assez drôle de cette première rencontre parce que mon père essaie du mieux qu'il peut de les coacher ou de faire une classe de sport, mais qui ne s'y connaît pas du tout. Puis finalement, c'est presque ma mère qui prend en charge la classe. Mais donc, je pense qu'elle l'avait trouvé assez drôle, puis ça l'avait charmé. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Puis, de fil en aiguille, ben, ils ont commencé à se revoir. Puis mon père avait à l'époque un petit restaurant-bar dans son village. Puis c'était très, de ce qu'on me raconte, c'était très ludique. Puis c'était une période c'était une très belle période. Il n'y avait pas de stress. Il fait beau là-bas. Puis il s'amusait avec les petites choses de la vie, si on veut. Puis c'était une très belle période pour eux. Puis tout s'est fait assez vite. Puis ils sont mariés sur place. Puis wow. Là-bas? Là-bas, ouais. C'est assez particulier parce que, tu sais, maintenant, petit, je me disais, ben, c'est comme ça, c'est l'histoire de mes parents. Mais, tu sais, aujourd'hui, à 20 ans, puis je me dis, ma mère québécoise va au Togo, rencontre un homme que mes grands-parents n'ont jamais rencontré, le marie un an après, puis tombe enceinte 1 an et demi, presque pendant le mariage, tu sais. Wow. C'est quand même fou. C'est quand même fou comme histoire. Puis je pense qu'ils l'ont fait aussi pour des raisons que ça devait être plus facile, une fois mariés, de revenir ensemble au Canada. Donc, il y avait d'autres raisons, mais ouais, ça a été, j'imagine, le coup de foudre, là, comme on peut dire. Puis ça a donné une belle histoire par après. Ouais. Fait que si tu as 20 ans, eux autres, ça fait 21, 22 ans, donc, ils sont ensemble? Ouais, mais ils sont divorcés maintenant. Mais ils sont divorcés en 2011. Mais c'est ça, ils ont été donc mariés en 97, donc 14 ans. Ils ont été mariés 14 ans. Ouais. Wow! Puis là, ta mère est retournée au Togo chercher un autre homme pour remplacer. Non. Puis évidemment, je l'ai dit en début de carrière, les gens connaissent l'angle du podcast. On n'est pas ici pour parler de long en large de ton parcours professionnel. Évidemment, comme ça a tout de même habité pratiquement toute ta vie, le tennis, on n'aura pas le choix d'effleurer certains aspects. Je sais que tu as commencé à 4 ans à avoir une raquette dans les mains. Ton père qui a fondé une académie de tennis, je ne me trompe pas? Oui, exact, ouais. C'est comment apprendre avec son père à 4 ans, à 10 ans, à 14 ans? Y a-t-il un moment donné où c'est lourd que ce soit son père qui nous apprend le sport? Ben, ouais, comment ça s'est fait? C'est que déjà, mon père était grand passionné de tennis, puis avait joué un peu dans son enfance avec, tu sais, dans son village, il recevait des fois des touristes ou des Européens, soit des Français, des Allemands. Puis c'est un peu avec eux qu'il a appris à jouer au tennis parce que, bon, il n'y avait pas vraiment une culture de tennis ou des gens qui connaissaient bien le tennis dans son pays. Donc, c'est comme ça qu'il a appris, c'est comme ça qu'il a été introduit. Puis après, toute sa vie, ça l'a suivi, il était toujours passionné. Puis en arrivant aussi au Canada, ben, il ne savait pas trop dans quel domaine il allait aller au départ, mais il avait sa raquette, puis il était passionné, puis ça a commencé comme ça. Puis il donnait des cours dans des parcs au départ, puis moi, j'étais dans la poussette à côté sur le terrain, puis c'était comme ça au début, fait que j'ai toujours été autour du tennis. Puis après, il a commencé à avoir des offres il a fait sa formation, puis il a commencé à avoir des premières offres pour entraîner dans des clubs de tennis. Jusqu'au jour où il y a eu le poste à Québec pour devenir un peu directeur d'une académie, d'être en charge d'une académie. Ça n'a pas fonctionné, le club a fermé. Puis c'est juste, en fait, il y a quelques années, vraiment que il a acheté une académie là, à Québec. Puis maintenant, donc, il y a l'académie Aliassime qui est en place depuis quelques années maintenant, là, plus précisément. Donc, puis pour moi, avec ma sœur qui a joué évidemment jusqu'à un niveau universitaire, je pense que pour moi, ça a été peut-être plus facile à certains moments que ma sœur, par exemple, la relation père-entraîneur, puis de vraiment comme s'assurer que les rôles sont vraiment précis. Et malgré tout, on l'a bien vécu. Je dirais que mon père, il mettait vraiment des choses en place au niveau des valeurs, au niveau de l'éducation. Pour lui, c'était plus qu'un sport, c'était comme un mode de vie. C'était un mode de vie, c'était une façon de vivre. Puis je pense qu'il y avait toute une éducation autour du tennis qui, pour lui, servait aussi aux joueurs que, exemple, je pouvais devenir un jour. Mais à la base, c'était une éducation. C'était vraiment une forme d'éducation.
Mais pour moi, ça a toujours bien été. Il n'y a jamais eu trop de friction par rapport ou de tension par rapport au fait qu'il soit mon entraîneur et mon père en même temps. Puis, tu sais, le fait que ma mère soit plus à l'extérieur du sport, plus dans le milieu de l'éducation, de la petite enfance, tu sais, puis un peu plus même musical aussi à certains moments, ça fait qu'il y avait un bel équilibre. Donc, j'arrivais, tu sais, à jouer beaucoup de tennis, mais à faire plein d'autres choses comme un enfant, un jeune Québécois, tu sais, ferait, tu vois, dans son enfance. Donc, il y avait un bel équilibre. Puis, non, tu sais, je suis content aujourd'hui, je regarde, puis je dis, tu sais, il n'y a eu jamais eu de moment, malgré le fait que je joue beaucoup de tennis, qu'il y avait beaucoup de tournois, de voyages. J'ai toujours senti que j'ai eu une enfance très normale, très équilibrée. Puis est-ce que si ton père te montre le tennis, est-ce que c'est ta mère qui te montre le piano? Oui, exactement, ouais. Ouais? C'est ma mère qui me montre le piano. Puis, en fait, j'ai pris des cours avec de 2 ans là, quand j'étais petit. C'est quelque chose que j'ai gardé après puis que j'aime faire comme passe-temps, si on veut, là. Mais c'est ça, c'est ma mère qui me montrait ça. Tu sais, mon père, togolais en lui, les sports d'hiver, c'était pas trop son fort, tu sais. Ouais. Tu sais, quand jusqu'à 26 ans, t'as jamais été une journée en dessous de 15 degrés. Ça fait froid, ça pince un peu le premier hiver au Québec. Je peux dire que lui, l'hiver, il est à la maison, il rentre dans la voiture, il va au club de tennis, puis ben, il doit pelleter, là, évidemment, comme, comme tout le monde, mais c'est pas un gros fan des sports d'hiver. Fait que c'est vraiment avec ma mère que j'ai commencé, j'ai patiné, puis que j'ai fait du ski de fond, de la raquette. Fait que j'ai fait un peu de tout durant mon enfance, puis ça, je pense que c'était grâce à ma mère. Puis ça n'aurait pas été, je pense, peut-être moins facile, moins simple si, exemple, j'avais deux modèles comme mon père, si on veut. Y a-tu, à part le tennis, y a-tu un autre sport mettons que le tennis, évidemment, t'es à 10 sur 10. Quel autre sport? Mettons, je t'enlève le tennis. Dans quel autre sport tu excelles, s'il y en a un? Ben, je dirais en dessous du tennis, je dirais que le soccer quand même. Parce que tu sais ce que j'ai toujours aimé jouer. Puis quand on est même je pourrais dire dans notre formation de joueurs ou comme dans nos entraînements, des fois on va jouer des parties de soccer entre joueurs ou à l'entraînement, tu sais, puis ça a des fins c'est très bon pour l'athlète que tu deviens. Avec mon père, puis on a toujours été aussi fervent du fait de toucher à plein de sports, puis comment ça te rend un athlète plutôt complet. Puis je dirais que le soccer, c'est où est-ce que j'ai eu le plus de facilité, mis à part le tennis. Tu sais, j'aime patiner, j'aime bien le hockey aussi, mais tu sais, j'ai jamais joué dans une équipe, j'en connais pas assez, puis je suis pas assez bon. Mais le soccer, c'est le deuxième sport dans lequel j'aurais pu aller, je pense. Puis tantôt, tu disais... Tantôt, je te parlais de l'entraînement de tennis avec ton père. Tu disais que c'était peut-être plus, entre guillemets, difficile avec ta sœur. Est-ce que c'est parce que ta sœur et ton père ont une relation plus crunchée ou c'est juste que ta sœur est de nature plus émotive et que ça faisait en sorte que des fois, le commentaire du coach-père passait moins bien? Ouais, c'est exactement ça. Tu sais, je pense que mon père avait une approche... il allait directement au point, si on veut. C'était assez dur par moment. T'as-tu un exemple de phrase que tu disais « Ouais, ça, une chance qu'il le dit à moi parce qu'il me le dit rough, là. » Ben, il te le dira. Tu sais, des fois, c'était même par rapport à, tu sais, physiquement, tu sais, mettons qu'on allait courir, puis, tu sais, si t'es lent, puis tu traînes derrière, ben, il passe pas par 4 chemins pour te dire que, tu sais, grouille-toi, puis avance. Donc, c'était un peu ça, mais tu sais, je pense que c'est ça, cette pression-là, ou un peu cette attente qu'il mettait. Je pense que puis ça aurait pu être, c'est pas parce que c'est ma soeur ou que c'est une fille, c'est juste que différentes personnalités, il y en a qui les prennent très bien, il y en a qui le prennent moins bien. Pour moi, ça a été très formateur. Je pense que c'est ça pour ma soeur. Dans d'autres moments, il y avait cette confrontation qui était plus difficile. Je pense aussi, peut-être, on dit souvent que l'aîné, parce que ma soeur qui est donc 1 an et demi plus vieille que moi, l'aîné, il y a comme souvent une attente un peu plus haute sur l'aîné dans la famille. Donc, je sais pas. Je pense qu'il y a des moments où il y avait plus de tension par rapport à ça. Mais ça reste que maintenant, ils ont une très bonne relation. Il n'y a pas de problème. Y a-tu une phrase que ton père te dit
qui t'a marqué de deux façons. Une phrase qui t'a blessé, puis une phrase à l'inverse que tu t'es dit, oh, ça, pas, on m'en souvenir toute ma vie d'un moment difficile dans un match ou peu importe quand, ou non? Ben, il y a une fois où est-ce que. Puis je pense que maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire, mais du haut de mes 9 ans, je comprenais pas. Mais en gros, je m'entraînais avec lui. On était sur le terrain. Puis, tu sais, je pense que, comme il dirait souvent, il dit tu déconnes. Tu sais, tu déconnes. Tu déconnes. Donc, je déconne. Je suis en train de déconner. Puis, il me dit, tu sais, c'est toi qui as besoin de moi. Il dit, moi, j'ai pas besoin de toi. Tu sais, il me dit ça comme ça. Mais, tu sais, assez direct. C'est comme, moi, à 9 ans, tu dis, ton père, il dit, moi, j'ai pas besoin de toi. Tu sais, là, moi, je sors en pleurant du cours. Tu sais, je vais voir ma mère, il a dit qu'il n'avait pas besoin de moi. Je dis comment un père peut dire à son enfant qu'il n'a pas besoin de lui. T'sais. Et que moi, je pousse ça vraiment au niveau vraiment familial, affectif. Mais puis aujourd'hui, je comprends qu'il voulait dire que pour être un meilleur joueur de tennis, pour aller, parce que moi c'était mon rêve d'être joueur professionnel. J'en expliquais que lui, il n'allait jamais y arriver. Ben, lui, il avait fait sa vie, mais qu'en gros, il faisait ça, ben, que c'était plus moi qui avais besoin de ses conseils ou de sa formation, plus que l'inverse, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'il voulait dire, mais je sais que ça m'avait choqué comme phrase petit de se faire dire qu'il n'y a pas besoin de toi, là, J'espère. C'est sévère. Mais, puis une phrase qui resterait avec moi, ben, tu sais, il y a plein de phrases, puis c'est plus... mon père, je pense qu'il était quand même un très bon exemple, tu sais, je dirais que, puis il l'est toujours. Il y a des gens qui peuvent, je pense, être une bonne influence par ce qu'ils disent. Mon père, quand je discute même aujourd'hui avec lui, il dit toujours de très bonnes choses qui me servent, mais c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, il est plus dans l'action. Puis je pense que mon père était vraiment le meilleur exemple pour moi en termes d'éthique de travail, de discipline dans ce qu'il faisait, d'engagement. Puis il faisait jamais de concessions par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qui était important pour lui. Puis il y a toujours eu vraiment une éthique de travail, là, je mets l'accent dessus, mais c'est quelque chose d'assez que je vois même aujourd'hui rarement. C'était quelque chose, tu sentais qu'il a laissé beaucoup de choses dans le passé, en quittant sa famille pour émigrer au Canada, puis de réussir, c'était un peu la seule option, tu vois. Il n'y avait pas d'autre option que de réussir. Fait quand tu vois ça enfant, tu vois le travail qu'il met. Pour donner une idée, il y a des fois où est-ce que je pensais qu'il dormait au club de tennis, parce que moi, j'allais me coucher, puis je le voyais pas rentrer à la maison. Puis le matin, il était parti avant que je me lève. Fait au final, quand tu comprends ça comme enfant, tu vois l'énergie qu'il met, puis ça donne quand même un très bon exemple au niveau de l'éthique de travail qu'il faut mettre pour réussir pour atteindre ses objectifs. T'sais. Puis ton père, as-tu joué au niveau au tennis ou Non. Okay. Donc OK, il n'est pas bon. C'est pas très bon. On le salue. C'est pas un très bon joueur. C'est un excellent coach, mais comme joueur, une crise de poire. Lui, il n'y avait jamais eu de... il regardait les magazines de tennis. En fait, c'est ce qu'il me dit, qu'il regardait ce qu'il pouvait de tennis dans sa ville, dans son village quand il grandit, mais ça reste qu'il n'y avait pas d'infrastructure pour jouer, il n'y avait pas de connaissances, il n'y avait pas d'entraîneur certifié, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas de possibilité vraiment. Ça reste que malgré tout, il était quand même dans les bons joueurs de son pays, mais on parle d'un pays qu'il y a eu une fois un joueur, peut-être, je pense, 200, 300e au monde, mais c'est tout. Donc, ça n'a jamais, c'est ça. Ça n'a jamais été pour lui, c'était un rêve, mais ça n'a jamais été une vocation vraiment. Mais il a toujours aimé jouer. Puis après, quand il y a eu des enfants, puis ça a commencé à être vraiment son métier, je pense qu'il a transféré un peu cette envie-là, je dirais, à nous. Puis, je pense qu'il se dit, moi, j'aurais rêvé d'être joueur de tennis, mais je pense qu'en voyant que ses enfants étaient passionnés aussi, puis que c'est ce qu'ils voulaient faire, je pense qu'il vit ça un peu aussi à travers nous. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très bien, qui est très positif. Je pense qu'à d'autres moments, il y en a qui peuvent le voir comme une pression. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est... Non, parce qu'il amène, c'est une belle énergie. Je pense que c'est jamais...
Lui, il a sa carrière aussi respective d'entraîneur. C'est pas comme si il n'a jamais dépendu de mes résultats ou quoi que ce soit. Puis, je fais un petit parallèle parce que c'est vrai que on voit des joueurs professionnels sur circuit où est-ce qu'en fait, la famille dépend un peu de la réussite du sportif ou de l'athlète. Moi, ma mère enseigne aujourd'hui, mon père a son académie. Ils ont aussi leurs projets professionnels respectifs, puis ils s'épanouissent aussi dans leurs projets respectifs. Mais mon père est toujours... ça te prend quand même un support familial. Puis avec mes deux parents, mais surtout mon père, il a toujours eu ça. Puis est-ce que, je reviens au sujet de ta sœur, est-ce que ta sœur, elle, pratique toujours le tennis ou c'est comme à un moment donné, elle a comme juste arrêté? Elle fait quoi ta sœur en ce moment? Là, elle étudie, en fait, elle travaille dans une boulangerie automne à Montréal. OK. Ouais, puis elle continue à jouer, puis elle prend... elle a fait plusieurs... elle a étudié jeudi, ça n'a pas marché, après ça, elle est revenue. En ce moment, elle prend des cours donc à distance. Excuse-moi, ça a comme coupé. Elle étudie quoi? Non, en fait, elle prend souvent des cours... c'est en économie... OK, économie, OK. Économie, quelque chose d'autre. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Je vais m'avancer, je ne suis pas sûr, en fait. Regarde, tu peux dire n'importe quoi, on s'en encore liste de ta sœur. OK, elle prend des cours donc, à l'Université Laval en économie comportement... Comportemental? Comportemental, oui. Tu veux-tu l'appeler? Tu veux-tu qu'on l'appelle pour lui demander? C'est bon. Je pense qu'elle travaille. Économie comportementale, je pense que c'est ça. Bref, mais elle joue toujours. Elle a joué jusqu'à... J'avais dit plus tôt, donc elle avait aussi étudié quelques années donc, aux États-Unis où est-ce qu'elle avait continué à jouer au tennis. Mais là, elle a décidé de revenir ici, à Montréal. Puis, non, elle continue à jouer pour plaisir, mais c'est plus quelque chose dont elle veut faire une profession. Là. Puis au niveau académique, le petit Félix, au primaire, t'étais outre les sports, outre le cours d'éducation physique, tout ce qui est physique, oublie ça. Est-ce que mentalement, ça va bien à l'école ou ben non, t'es comme moi, si j'ai pas une raquette dans les mains, je fais le moyen? Non, j'aimais bien, pour vrai, j'aimais bien l'école. Ouais. Puis, tu sais, ma mère était très éduquée, très diplômée. Puis ça restait quand même une grosse priorité pour mes parents. Ça reste que, oui, je m'épanouissais plus dans mon sport. Puis c'était comme, pour te dire, à 7 ans, je disais, je vais être joueur professionnel de tennis. Là, comme quelqu'un qui dirait, je veux jouer dans la Ligue nationale. Moi, c'était la même chose pour le tennis. Donc, ça restait que c'était quelque chose. Puis ça n'a jamais été un autre métier. Donc, c'est sûr qu'à l'école, je retrouve des cahiers en première année, en deuxième année, puis je dessinais des raquettes partout, puis on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je disais, je vais être joueur de tennis, puis point, là, il n'y a rien d'autre. Donc, ça restait que c'était ça, mais mes parents étaient, ma mère et mon père aussi, ils étaient très pointilleux, c'était très clair que je devais maintenir une très bonne moyenne à l'école. Puis franchement, j'ai toujours eu des assez bonnes notes tout mon primaire. J'ai jamais eu de problème scolaire. Puis même après, au secondaire, j'ai commencé le sport-études en secondaire 1, en secondaire 2. T'es où à ce moment-là? T'es-tu encore à Québec au secondaire? Donc, pour le secondaire 1, oui. Fait que tout le primaire à l'ancienne Lorette. Oui. Secondaire 1, je vais à l'école Cardinal-Roy à Québec. Oui. Puis après, en secondaire 2, je déménage à Montréal pour m'entraîner donc au Centre national à Montréal. Puis là, quand j'arrive en secondaire 2, la première année à Montréal, je suis à Saint-Léonard à Antoine de Saint-Exupéry, école publique sport-études. Donc, je fais mon secondaire 2 là-bas. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu déménages seul pour le sport ou la famille suit aussi, là? Mes parents étaient divorcés, puis ma mère est donc revenue avec moi. OK. On avait toujours gardé, en fait, l'appartement dans lequel je suis en ce moment, dans lequel je suis né. Wow. Bon, je suis pas né dans l'appartement, mais... Sur le bord de l'îlot, avec un peu d'eau chaude, ma mère, les deux jambes dans l'évier, on est parti. On se comprend. Ouais. On avait toujours, même en déménageant à Québec, on avait toujours gardé l'appartement ici, un duplex. Puis, donc, quand pour le tennis,
je suis revenu ici. Ma mère est déménagée avec moi, est revenue avec moi ici. Mon père est resté pour son académie à Québec. Puis ma soeur, ben, elle faisait un peu encore des va-et-vient, mais elle finissait le secondaire. Donc, c'est ça, elle était un peu plus indépendante. Puis quand je reviens ici, donc c'est ça, 1 an à l'école secondaire Saint-Exupéry. Puis à partir de secondaire 3, je rentre au Centre national d'entraînement donc à Montréal, là, au CADGA. Oui. Où est-ce qu'en fait, c'est une prise en charge complète. Où est-ce que tu fais en fait l'école à distance. On a un tuteur sur place. Puis là, c'est comme ça commence à être. Donc là, j'ai 14 ans. Puis là, c'est vraiment comme ça commence vraiment à être un engagement total presque à ton sport parce que tu sais, j'arrive, là, mettons, les journées, c'était 8h30. On est en classe jusqu'à 10h. À 10h, on est sur le terrain. De midi à 1, on mange. Comme ça, de 13h à 15h, on étudie à nouveau. Puis de 15h à 18h, on est à l'entraînement, tennis, puis dans le gym. Fait que c'était assez nouveau. Au début, c'était difficile. Mais bon, tu t'habitues, puis c'est des beaux moments maintenant quand j'y repense. On était un groupe de 6-7 garçons. C'était vraiment des bons moments. Sur les 6-7 garçons, il y en a combien qui sont dans le classement de l'ATP, exemple? Est-ce que tu es le seul qui a monté jusqu'en haut? Est-ce que les autres ont arrêté? En fait, il y a un autre Québécois, Alexis Galarno, qui est mon ami d'enfance, qui est environ 500e à l'ATP en ce moment. OK. Lui, en fait, au tennis, ça fonctionne, un peu la difficulté, c'est que, tu sais, comme moi, quand j'ai fini le secondaire, puis c'est ça, j'ai fait l'école à distance avec le tuteur au Centre national, j'ai fini mon secondaire. Une fois que tu finis ton secondaire, si tu es très fort, assez jeune, tu peux te lancer dans ta carrière professionnelle directement. Ou sinon, tu peux, exemple, aller à l'université puis continuer à jouer. Le problème dans le tennis, c'est que déjà, au niveau universitaire canadien, le niveau de tennis n'est pas assez élevé pour que tu restes compétitif. OK. Pour que tu continues à te développer. Donc, les joueurs vont beaucoup aller aux États-Unis, tu sais, en NCAA, dans une université américaine. C'est ce que le cas d'Alexis, mon ami, qui a fait. En fait, tous les autres ont fait ça. Puis en fait, dans le but d'aller chercher une éducation plus élevée, mais aussi parce que, exemple, ils sont pas prêts à faire le saut chez les professionnels, ou tu sais, ils veulent prendre en maturité, ou ils veulent justement aller chercher un diplôme universitaire. Donc, c'est un peu ce que les autres ont fait. Mais moi, j'étais le seul du groupe, en fait, qui a eu des résultats assez précoces dans le circuit junior qui m'ont permis après de faire le transfert chez les professionnels assez vite, là. Est-ce que je l'ai dit tantôt en introduction, là, à 11 ans, être champion du monde, on s'entend, c'est pas rien. Puis même encore aujourd'hui, là, tu viens de le dire, un de tes meilleurs amis d'enfance est 500e au classement. De ton côté, tu es 21e, à moins que je me trompe, à l'heure où on se parle. Des fois, je sais que la réponse est non, mais tu comprends le deuxième degré. Tu te sens-tu mal des fois comme... Est-ce que c'est pas que tu es gêné des résultats parce que tu es content pour toi-même, mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Des fois, tu sais, lui, il travaille fort, puis toi, dans 3 ans, tu vas être premier mondial, ça continue. Tu sais, est-ce que tu te sens mal des fois? Je vois ce que tu veux dire, puis c'est vrai qu'il y a une partie de moi parce que, tu sais, c'est vraiment mes amis d'enfance, puis on a toujours regardé avec ces gars-là une très belle relation. Puis, tu sais, comme je disais tout à l'heure, par rapport à mes résultats ou les leurs, notre relation n'a pas changé malgré tout. Fait que je leur souhaite d'arriver où j'en suis aujourd'hui, puis me rejoindre parmi, exemple, les circuits principaux, puis les meilleurs joueurs du monde. Puis c'est vrai que aussi, je me dis, tu sais, des fois, je me dis, je sais pas, il y a quand même eu le travail ardu, il y a des sacrifices importants, mais tu sais, j'ai été capable de saisir des opportunités à certains moments. Il y a un côté un peu de chance aussi que la structure était là en place au bon moment pour moi. Puis c'est vrai que oui, j'ai réussi à en tirer le meilleur. Tu sais, on était 7 garçons dans la même structure. Au début, quand je suis arrivé à 14 ans, j'étais, déjà un très bon niveau, certes, mais il y en avait d'autres de mon âge qui étaient bons aussi, tu sais. Mm-hmm. Donc, j'ai réussi à me démarquer dans ce groupe de joueurs avec mes amis, mais c'est sûr que je me dis aussi, tu sais, ça aurait pu être un autre. Des fois, ça joue à pas grand-chose, puis ça reste que, tu sais, on a
Mettons, mon ami, il a que 21 ans, moi j'ai 20 ans, il a encore toute sa carrière devant lui, puis il peut encore faire de très belles choses, tu sais. C'est juste que moi, c'est arrivé quand même, c'est ça, plus vite. Mais je dirais pas. C'est plus que je lui souhaite le meilleur que je me sens mal, tu sais. Bon, oui, je comprends. Mais c'est vraiment tout à ton honneur. Vraiment, pour ça, écoute, j'en reviens jamais. Moi, tantôt, je checkais ton dossier, là, j'ai Wikipédia, puis j'étais comme, mais tabarnak. Je ne vais pas énumérer ça parce qu'on n'est pas là pour ça, mais ceux qui sont curieux, là, ça vaut la peine. Allez googler Félix. Ton parcours, tabarnak, c'est impressionnant. Tu as juste 20 ans. Ça me scie les deux couilles à chaque fois. Et ton petit cœur, comment est-ce qu'il va? Et là, je ne parle pas de tes petits problèmes d'arythmie cardiaque. Là. Est-ce qu'on arrive à rentrer quelqu'un dans sa vie avec ton style de vie? Avec ta rigueur, avec le fait que tu déménages en Europe pour être encore plus sérieux dans ta démarche, on arrive-tu à rentrer quelqu'un dans sa vie où c'est impossible en ce moment? Oui, j'ai une copine depuis mars 2019. Ça va faire 2 ans là, en mars. Il fait son cochon. Il fait son cochon. Ah, mais c'est le fun. Mais tu gardes ça assez secret? Pas trop, non, sur mes réseaux sociaux, elle est présente sur mes réseaux sociaux, là, je la cache pas, là. Ben voyons, non, j'ai pas vu ça passer. J'en ai pas honte. Ouais, elle est jolie, je l'aime bien, elle est jolie, puis je la cache pas. Ah, mais ça veut dire que c'est moi qui ai une crampe au cerveau, j'ai pas vu ça passer. Mais oui, mais c'est vrai que tu priorises vraiment beaucoup ça, puis c'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que je vois mes amis d'enfance ou comme des amis avec qui j'ai joué au tennis, quand j'avais 9, 10, 11 ans, 12 ans, qui maintenant étudient ici, soit à l'université, donc à Montréal ou ailleurs. Puis, ça me manque, oui, des fois, de dire, je serais avec eux, on irait faire le party le week-end, puis de vivre un peu des choses plus normales. Mais ça reste que j'ai travaillé fort pour où j'en suis aujourd'hui. C'est toujours voulu faire. Je vis mon rêve, puis je fais un peu mon job, si on veut, de mon travail de rêve. Donc, à la fin, il y a des petits moments où est-ce que je me dis, j'aimerais ça, mais je suis toujours content où j'en suis. Puis, au niveau, je dirais, c'est ça, à ce niveau affectif, là, à ce niveau-là, par hasard, on s'est rencontrés donc, au tournoi de Miami. Elle a une cousine qui joue aussi au niveau professionnel. C'est qui? C'est ça. Donc, on a une photo à l'instant, Fred. Ben oui, mon Dieu, tu vas dire comme toi, elle est jolie. Donc, c'est ça. Puis OK, fait que là, vous vous rencontrez. OK, parce qu'elle aussi. Non, c'est sa cousine qui joue au tennis. Elle, est-ce qu'elle joue au tennis? Elle ne joue pas au tennis. Sa cousine, elle est. Donc, elle fait du saut à obstacle. Elle fait de l'équitation. Puis, en fait, elle était donc avec sa cousine au tournoi. Je la rencontre. Finalement, donc, je l'invite à dîner un soir. Puis vraiment, ça a été le coup de foudre, là, ça a cliqué dès le début. Puis tu sais, c'est un peu compliqué. Ça s'est fait vite parce que tu comprends que moi, je suis à Miami, puis après, je quitte, puis elle quitte de son côté aussi. En fait, elle restait là-bas. Mais puis là, tu sais, c'est comme, c'est dur de, c'est pas un processus normal où est-ce que tu dis, tu sais, les deux, on vit à Montréal, je sais pas, puis on va se voir le week-end prochain, on ira prendre un café. C'est comme, là, tu dois quitter, après une semaine de se connaître, tu dois dire, on est quoi, là, tu sais, parce que ça se peut qu'on se revoit pas vraiment, ça se peut qu'on... Donc, moi, j'ai été assez direct du fait que, par rapport à ce que je connaissais d'elle déjà, puis par rapport à ce que j'avais vu, puis par rapport à la discussion qu'on avait eue, je voulais que ça avance, pour que ce soit vraiment officiel. Donc, on a commencé à être en couple rapidement. Puis tu sais, là, on est un peu, c'est ça, on est à distance. Elle est en Belgique depuis plusieurs années. Là. En fait, en Belgique? Ouais, son histoire est spéciale. Là. On a le temps, là, parce que... oui, vas-y. Donc, elle a des parents, donc mère croate, un père marocain. Elle est née en Caroline du Nord, parce que son père travaillait là pour le domaine équestre. Puis, à l'âge de 12 ans, la famille, quand elle avait 12 ans, la famille décide de déménager en Belgique parce que c'est un endroit qui est je dirais, plus profitable, qui est plus efficace pour le monde équestre. Mais c'est ça, donc américaine, de parents
croate, puis on se rencontre dans un tournoi à Miami. Les chances sont très minces, mais ça a donné c'est une très belle rencontre, puis ça fonctionne toujours bien. Fait que non, je suis très heureux. Étiez-vous sur la même longueur d'onde à ce moment-là du début de relation ou t'as senti qu'il a fallu, pas que tu brusque un petit peu, étant donné que tu quittais Miami, là, as-tu senti que tu as mis un peu de pression parce que tu voulais vraiment ou les deux, vous étiez vraiment sur la même page? Ouais, non, les deux, on était sur la même page, puis on était assez certains des sentiments qu'on avait un pour l'autre, puis ça s'est fait de façon plutôt naturelle. Je n'ai pas eu à forcer. On avait commencé, c'est sûr, à en discuter, mais tu sais, ça s'est un peu... Tu sais, on est quitté puis on continue à se parler, évidemment, tous les jours, puis je pense que la prochaine fois, après qu'on s'est vu, elle venait avec sa cousine sur des tournois en Europe, là, à Madrid et à Rome, durant le printemps, puis c'est un peu là que ça s'est officialisé, en tout cas au niveau aussi public, si on veut, là, où est-ce qu'on s'est affiché publiquement ensemble. Mais ça s'est fait assez vite, mais c'était naturel malgré tout. Là. On n'a pas forcé les choses. Puis là, vous arrivez à vous voir à quelle fréquence avec ton horaire puis sa vie, elle aussi. Là. C'est compliqué. Je ne vais pas mentir que c'est compliqué, mais pour moi, j'ai jamais un moment, je me suis toujours dit, c'est quand c'est la bonne personne, ça vaut la peine. Tu dis, le temps, ça ne devient pas... c'est pas quelque chose, c'est pas un frein ou... c'est ça ne devient pas un frein dans la relation, je dirais. Mais c'est sûr qu'il y a des moments au plus long, on ne s'est pas vu des fois pendant 3 mois de suite, des fois un peu plus. Mais sinon, on essaie de se voir, au début, on avait de se voir tous les 6 semaines un peu. Mais après, il y a eu comme une petite période parce que avec le COVID puis les voyages qui devenaient plus compliqués. Tu sais, comme là, elle devait venir avec moi à Montréal ici. On devait faire une demande à la douane, puis on a pas reçu la réponse, puis c'était compliqué. Donc, finalement, elle n'a pas pu venir. Mais c'est sûr que là, en ce moment, le contexte actuel rend les choses plus compliquées. Mais en règle générale, on arrive à se voir sur une bonne fréquence, là, je dirais. Puis si j'ai demandé, c'est quoi son prénom? Nina. Nina, si je demandais à Nina, Félix, c'est quel genre de copain? Qu'est-ce que tu penses qu'elle me répondrait? Je sais pas, attends. Je suis prêt à attendre, mon beau Félix. Je suis prêt à attendre. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Là. Je réfléchis. Attends, vas-y. Je dirais assez engagé, je dirais sérieux. Oui? En fait, parce qu'au tout départ, je vais donner sa première impression, parce que là, évidemment, à force, tu connais bien la personne, mais au départ, elle a vu ce côté de moi qui était comme assez mature, assez sérieux, puis qui était peut-être moins funny ou moins cool, comme un jeune pourrait l'être. Puis elle se demandait est-ce que j'avais aussi ce côté-là, d'être un peu plus relax, puis moins comme... moi, c'était toujours, c'est ça le plan, puis on va faire comme ça, puis tout était planifié, puis c'était assez comme sérieux. Donc, je dirais qu'elle dirait ça de moi, qu'il y a quand même ce côté-là assez engagé, sérieux, puis mature. Mais elle, de son côté, est très mature aussi, parce qu'on a le même âge, elle a 20 ans également, puis elle est très mature aussi, mais non, je te dirais que c'est probablement les premières choses qu'elle dirait de moi. Puis le côté funny ou le côté un peu clown, ça serait pas mal plus après, tu sais. Puis c'est quel genre de clownerie que tu fais, toi? Mettons que tu te sens welling un peu, t'es-tu du genre dans un party j'aurais pas dire à te sortir la raquette, là, mais je veux dire, t'es-tu du genre à boire pas mal, à avoir bien du plaisir, ou tu restes quand même dans ton côté funny, tu restes quand même le petit Félix cartésien du quotidien, ou tu es capable de t'abandonner à 100%? Non, je me suis abandonné par moments. Tu sais, je suis intense dans ce que je fais. Tu sais, puis si je décide que, tu sais, j'adore fêter avec mes amis. Je suis pas non plus. Y a-tu quelqu'un qui cogne chez vous? Ouais. Vas-y. Hey, regarde, là. J'amène. Amène-moi avec toi. Hein? Elle est allée cogner parce qu'elle n'avait pas la clé pour rentrer? Ouais, elle n'a pas la clé. C'est bon. On la salue, l'équipe d'Avec son âme la salue. On la salue.
Ça, c'est elle qui n'était pas assez bonne au tennis, c'est ça? Okay, je voulais juste être sûr qu'on se comprenne bien. OK, c'est bon. Ouais. Non, mais pour répondre à ta question, ouais, c'est... Non, j'arrive à lâcher mon fou aussi, puis à prendre du plaisir dans d'autres moments, mais ça reste que, comme je disais un peu au tout début, très tôt dans ma vie, c'est tellement devenu un mode de vie qu'il faut rapidement que je me ramène au fait que, bon, ben, tu sais, je vais avoir un entraînement, je vais avoir une compétition. Donc, c'est sûr que, puis ça, tu l'acceptes dès le départ, ça fait partie du contrat, tu sais. Mais ça reste que oui, il y a des moments aussi propices à ça où est-ce que, tu sais, il y a des étés où est-ce que c'est ça, je suis sorti avec mes amis, j'ai lâché mon fou, j'ai eu mes expériences avec l'alcool à certains moments, mais j'ai appris, je dirais. Comme quoi, mettons, là? Non, ben, tu sais... Dis-moi que tu as déjà chanté à quatre pattes la face dans le bol de toilette à 3 h du matin. Non, c'est pas exactement ça. Mais, non, c'était... j'ai eu comme 2 mauvaises expériences où je peux dire ici là, que j'ai été malade avec l'alcool. Là, j'ai un peu appris, j'ai appris ma limite. Mais je suis jamais sorti... je dirais que non, c'est ça. Ça n'a jamais dépassé... je suis jamais entré dans une zone où est-ce que j'étais plus en contrôle ou que vraiment je faisais n'importe quoi. Ça restait quand même dans un certain contrôle des choses. Mais non, j'ai eu ma dose. Là. Puis à part au niveau party, à part au niveau alcool, qu'est-ce que tu fais pour te gâter? Parce que je le sais, comme n'importe quel athlète, tu as quand même une routine très rigoureuse, que ce soit au niveau de l'entraînement, de l'alimentation. Mettons que tu peux te gâter, là, tu te clenches-tu 14 pizzas? Qu'est-ce que ça ressemble? mettons que c'est vendredi soir, tu es tout seul chez vous. Qu'est-ce que tu fais pour te gâter? Là? Franchement, plus ça avance, moins je le fais. L'exigence, elle augmente tellement. C'est un mensonge de dire que puisque je suis arrivé là, que ça devient comme tu t'habitues, puis ça devient plus facile, ça devient plus difficile d'année en année, puis ça devient plus exigeant. Fait qu'il y a moins de moments vraiment pour se lâcher. Après, c'est sûr que oui, au niveau de l'alimentation, je suis pas complètement fou, mais après, à la maison, on a toujours eu une alimentation très équilibrée. Mes parents étaient assez forts là-dessus. Ils faisaient toujours à manger à la maison, puis d'ailleurs très bien. Puis donc, non, à ce niveau-là, je fais pas trop d'écart, mais c'est sûr que oui, j'aime bien une bonne pizza, une bonne poutine. Moi, je dirais que ma poutine, je sors un peu du sujet, mais ma poutine préférée à Montréal, ce serait à la poule mouillée. Pour ceux qui ne l'ont pas essayé, rôtisserie portugaise, poutine, chorizo, poulet. Incroyable, mais ça, je vais... Écoute, ça me donne envie d'en commander une, là, justement. Mais, écoute, t'es devenu émotif pendant une seconde de toi. J'ai pris une petite pause, tu sais. Ça fait longtemps en plus. Tu sais que la dernière fois que j'en ai pris une, la dernière fois que je suis allé, c'est l'année dernière quand j'ai perdu à Coupe Rogers. Le jour après, je suis allé justement avec ma copine puis ma mère, là, on était à la poule mouillée à Montréal, mais fait que ça va faire... ça fait 6 mois. Ben là, t'es là à Montréal, là, tu pourras en profiter, là? Ouais, dès que je sors de ma quarantaine, là, j'y vais. Ah oui, c'est vrai, la foutue quarantaine, parce que là, ça fait une semaine que tu es revenu de Monaco, c'est ça, je me trompe pas? Ouais, ben bon, j'étais en Europe, là, je suis allé voir ma copine, j'étais un peu chez moi à Monaco, puis j'ai un peu bougé, là, mais j'étais en tournoi, tu sais, en tout cas, les dernières semaines, j'étais en tournoi en Europe. Fait que je suis revenu de l'Europe, donc c'est ça, il y a une semaine. Puis j'y retourne, en fait, le 9 décembre. OK. 2 semaines. Tu penses-tu que... Ben là, c'est sûr que vous ne vous voyez pas à tous les jours, mais étant donné que ta blonde, c'est pas une athlète de haut niveau comme toi, penses-tu que ça va être confrontant tôt ou tard au fait que toi, tu restes tête, tu manges qu'il faut que tu manges, il faut que tu t'entraînes à l'heure que tu t'entraînes, de vivre avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir cette rigueur-là? Penses-tu que ça peut être source de conflit ou ça peut être tannant pour l'autre? C'est sûr que, tu sais, on essaie... Parce qu'en plus, moi, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. En tout cas, tu sais, avec lequel je vis bien. Fait que, tu sais, c'est comme, je pense que c'est un peu naturel quand t'es un couple, mais tu essaies un peu de donner ce que toi, tu trouves,
sais, que ce soit un conseil, que ce soit quelque chose que tu trouves qui fonctionne, ben, tu essaies un peu de le transmettre à l'autre. Fait que ça fait on a un peu des différends là-dessus. Mais maintenant, on en rit souvent parce qu'elle, à l'inverse de moi, elle n'a jamais mangé un légume de sa vie. C'est vraiment. Non, mais tu sais, c'est le genre de personne que qui mange de la laitue puis ça lui roule dans la gorge puis qui n'arrive pas à l'avaler. C'est que c'est vraiment. c'est vraiment son cas. Là, fruits, légumes, là, touche pas à ça. Donc moi, j'étais choqué, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'essayais de lui dire, bon, ben, tu devrais peut-être essayer un petit fruit de temps en temps, là, ça peut te faire du bien, tu sais. Mais on est nos différents là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose duquel on rigole parce que. Elle fait juste manger de la friture, c'est quoi? Elle mange. Écoute, c'est comment d'aimer une femme qui va mourir à 32 ans? C'est ça que je me dis, des fois, je me dis à quel point tu peux vivre avec une alimentation comme ça. À un moment donné, il va se passer quelque chose. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que je te dis, tu sais, les gens, ils pensent que je fais des blagues, mais comme vraiment pas. À moins que tu fasses une soupe, tu sais, si dans une soupe, un potage, ça passe, mais tout ce qui est vraiment comme de manger un légume ou des fruits, c'est pas quelque chose vraiment qu'elle a l'habitude. Elle peut passer des semaines, là, des semaines sans manger de fruits ou de légumes. Je suis pas docteur, je suis pas médecin, mais je me dis quand même que c'est assez limite. Là. Bon, elle mange du riz, des pâtes, des viandes, mais pas de poisson non plus. Fait que c'est assez limité, tu sais. Je dirais que là-dessus, on est très différents, mais j'ai compris, puis je m'adapte par rapport à ça. Je sais pas forcer les choses à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'on a nos différents là-dessus. Mais par contre, je veux dire qu'au niveau du mode de vie, au niveau de mon style de vie, je suis très chanceux parce que je me suis toujours dit, tu sais, exemple, j'arrêtais avec une fille en ce moment qui étudie, exemple, à Montréal, ou je pense que si elle n'avait pas été éduquée, exemple, à ce que ça représente le sport de haut niveau, ce que ça représente ma vie, tu peux toujours l'expliquer, mais comme, je pense que c'est dur à saisir tout ce que ça prend, tous les voyages que ça prend, que ça demande presque toute ton énergie en tout cas pour être très, très fort. Après ça, tu peux être moyen en faisant des sacrifices, en partageant ton temps. Mais par rapport à où je veux aller, ça demande tout mon temps. Puis je peux dire que j'ai été chanceux, je suis chanceux en tout cas parce qu'elle, elle comprend ça. Son père est un peu dans ça aussi au niveau de l'équitation. Mm-hmm. Puis elle comprend totalement ma vie. Puis dès la première rencontre, j'ai été ravi de voir que c'est ça. En tout cas, elle me supporte là-dedans et qu'elle comprend ce que je vis. Puis ça, je pense que dans le futur, ça peut nous aider. Hein. Puis tu parlais tantôt de la poule mouillée. Je serais curieux de savoir ton top 3 d'adresses à Montréal que si on veut gâter Félix Auger-Aliassime, à part la poule mouillée, je t'amène où, là? Mettons qu'on est au mois d'août, là. Le 8, c'est ta fête, là. Je t'amène où pour te faire plaisir? Ben, dans le même registre, je dirais poule mouillée, je dirais Schwartz. Ah, ben oui. Et quoi d'autre? C'est drôle à dire, mais je pense qu'il faut revenir à des bases. Là. Puis au coin de chez moi, là, la patate rouge sur le bord de la 40. Je connais pas celle-là. Je la connais pas. Non? C'est Crémazie, tu sais. En fait, c'est vraiment c'est le fast-food du routier qui sort de la 40 puis qui s'arrête avant de continuer sa route. Là, c'est le déjeuner complet à 6 h du matin. Un bacon. Fait c'est un peu ça, mais puisque c'est comme le fast-food le plus près de chez moi, où j'ai grandi, c'est comme, c'est des souvenirs d'enfance. Là, quand je mange, ah oui. Je me souviens, j'avais 3-4 ans, tu vas t'asseoir sur la banquette, là, tu glisses dans la banquette, puis tu vas chercher ton club sandwich avec ta frite. Là, c'est des bons souvenirs. Fait que je dirais que ça serait ça aussi. Ben graisseuse. Là. Ouais. Qui est probablement le resto préféré de ta blonde, finalement. C'est ça. Puis, c'est une question que j'ai posée à d'autres athlètes que j'ai reçus ici. Mm-hmm. As-tu trouvé ça compliqué? Est-ce que tu trouves ça encore difficile ou est-ce que c'est facile pour toi de gérer? Parce qu'on ne se le cachera pas. RDS nous dit même vos revenus accumulés durant l'année. C'est comment pour toi, ça, de gérer des millions de dollars, des milliers de dollars
en une année, est-ce que tu trouves ça angoissant ou au contraire, il faut que tu te calmes les nerfs parce que l'argent te brûle les doigts? Non, l'argent ne me brûle pas les doigts. Ça n'a jamais été. C'est sûr que ça a changé ma vie, mais positivement. Tu sais, je pense que j'ai jamais vu ça comme je pense, un stress en plus. C'est sûr que je le cache pas que tu sais, j'ai signé. Ça, je peux pas en parler des montants. Mm-hmm. Mais tu sais, j'ai signé un contrat professionnel avec Nike à 16 ans. Ça change la vie d'un jeune quand même. Puis même si c'était c'est ce dont tu rêves, mais comme tu sais, au début, même mes parents m'ont pas donné les montants, par exemple. Tu sais, on m'a même pas dit parce qu'ils voulaient vraiment que je continue à faire ce que je fais, puis que tu sais, l'argent soit pas un stress ou comme une motivation, que ce soit un souci. Tu sais, que je continue à juste profiter de mon tennis puis de continuer ma vie. Mais c'est sûr qu'après, ben, maintenant où j'en suis, ben, c'est sûr que tu comprends aussi qu'il y a le côté business du sport dans lequel puis non, c'est pas quelque chose qui est néfaste pour moi. Pour moi, je dis souvent que l'argent, c'est du confort puis une liberté. C'est un confort puis une liberté. Puis après, tu choisis ce que tu vas en faire. Mais pour moi, ça m'a permis. Déjà, la première chose, c'est que j'ai investi dans ma carrière. Pour moi, l'objectif premier, c'est que je vais être le meilleur joueur de tennis que je peux être. Fait il n'y a jamais si je dois choisir entre acheter quelque chose pour me faire plaisir ou pour mon confort, ou je peux mettre quelque chose qui va servir à ma carrière, ben, j'investis dans ma carrière. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, de le voir comme ça, pour moi, ça, c'est bien, ça reste dynamique, positif. Puis après, ça m'a permis, oui, ça te donne une liberté que c'est pas un stress, malgré tout, c'est pas un stress. Ça te donne une liberté de faire des choix, de faire un peu, c'est ça, plus ce que tu veux faire, puis que l'argent ou les moyens choisissent pas pour toi. Ça, c'est quand même, j'en suis privilégié, puis je le sais. Puis ça m'a permis, c'est ça, ça fait une différence exactement pour ma famille. C'est un confort en plus. Puis pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois, mais c'est pas d'une façon plus difficile ou moins difficile à gérer. Je continue à faire ce que j'ai toujours la personne que je suis. Puis ça me permet en plus aussi d'aider. Ça me permet, tu sais, il y a des fois où est-ce que j'ai un projet en fait un peu humanitaire en ce moment, puis ça me permet de redonner à des personnes à lesquelles je veux redonner. Puis je vais te couper une seconde par rapport à ton projet humanitaire, mais ça a deux, parce que ça aussi, je vais t'en parler, je trouve ça noble, pas possible. Quand tu dis investir en toi par rapport à l'argent, tu parles évidemment probablement de ton déménagement en Europe. J'imagine que tu te payes des séances d'entraînement, tu te payes. C'est quoi exactement investir? Quand tu dis investir en moi, à part le déménagement en Europe qui est énorme, est-ce que tu investis ailleurs? Il y a ça, mais tu sais, déjà dans ton équipe, tu sais, tes entraîneurs, il n'y a jamais eu de concession. Tu sais, j'ai jamais dit, ouais, ben, je vais choisir un entraîneur par rapport au salaire que je dois lui payer. Ça a toujours été, je vais payer ce que je dois payer quand je pense que c'est la personne. Tu sais. Puis ça, la carrière que j'ai, les contrats que j'ai me permettent d'avoir ça. Il y a des joueurs pour qui c'est une contrainte. Tu sais, puis le tennis, c'est quand même un sport très élitiste. Il ne faut pas être naïf là-dessus par rapport à des sports, des ligues professionnelles, que ce soit au basket, au hockey ou au baseball, par exemple. Le tennis, c'est déjà, tu as des prize money qui dépendent de tes victoires, tes défaites. Si évidemment, tu es un joueur qui se démarque, tu peux avoir des bons contrats avec un équipementier, que ce soit Nike ou ta compagnie de raquettes. Mais ça reste qu'on est une branche très fine. On est peut-être 50 joueurs qui sont dans des très bonnes positions. Puis après, quand tu es 100e au monde, ben, tu vis bien ta vie, mais t'es correct. Puis si t'es 150e, t'es kiff-kiff, là, tu sais. Okay. Donc, ça prend quand même... Tu sais, il n'y a pas... tu sais, les sports d'équipe, ben, dans une ligue, t'as des centaines de joueurs qui sont millionnaires. Ben, nous, des millionnaires, il n'y en a pas tant, tu vois. C'est quand même... faut être très fort ou faut être très fort jeune. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais quand je veux dire d'investir dans ma carrière, c'est ça. C'est au niveau de mon staff, au niveau de mon équipe, au niveau des voyages, au niveau de... ce qu'il faut faire, que je pense qui est le mieux pour ma carrière, je me permets de le faire sans penser à ce que ça coûte si je veux. Tu sais. Puis tu parlais aussi de l'aspect familial. J'imagine que tu veux dire que tu as déjà utilisé, mettons, tes revenus pour faire plaisir à ta famille qui ont
j'imagine, tellement investis en toi au cours des 20 dernières années. J'imagine que ça te fait plaisir de leur redonner, j'imagine. Oui, ça me fait énormément plaisir, tu sais. Puis Mhm. c'est ça que j'ai réalisé souvent aussi, tu sais, quand je parlais un peu de chance tout à l'heure, oui, j'ai travaillé fort, mais tu sais, c'est moi, ça aurait pu être ma soeur, ça aurait pu être, tu sais, un autre, un ami, un collègue. Puis j'en suis conscient, puis je me dis, tu sais, ça devient naturel pour moi de dire, je suis dans une position où est-ce que je peux aider. Puis en plus, ça change pas mon quotidien, tu sais. Mhm. Tu sais, je vais pas me mettre dans le trouble non plus pour aider quelqu'un, parce que je pense que ça nous aiderait pas les deux. Tu sais, je pense qu'il faut toujours dans la vie, il faut que toi, tu fasses le mieux, puis après, tu vas être capable d'aider le plus de personnes possible, tu sais. Je pense que dans d'autres cas où est-ce que si j'avais toujours pensé aux autres avant moi, ben, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, tu sais. Non, Là, c'est ça. j'en suis là. Ça me permet d'avoir la liberté d'aider. Puis, tu sais, ou par exemple, à mes parents, tu sais, quand je parle, c'est déjà, ben, d'avoir la liberté de dire ils peuvent venir me voir, tu sais, librement quand ils veulent. Tu sais, j'ai réinvesti dans, exemple, les rénovations de la maison, tu sais, payer l'hypothèque, par exemple. C'est des choses que, tu sais, que j'ai fait pour ma famille, puis ça, tu sais, à la fin, ça aide tout le monde, puis c'est quelque chose qui est très positif, tu sais, pour tout le monde. Puis je pense que, évidemment, c'est ma carrière, il y a une partie de ma réussite, tu sais, personnelle, mais c'est une réussite de toute ma famille et de toute mon équipe aussi, là. Oui, puis ça prouve ta belle générosité. Ce qui m'amène sur le sujet que tu as parlé tantôt. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Ton engagement humanitaire, je ne vais pas l'expliquer. En fait, je vais te laisser l'expliquer. Qu'est-ce que tu as mis sur pied? Ben, dans le fond, c'est que j'avais toujours l'intention dans ma tête de redonner un jour, en commençant par le pays de mon père. Tu sais, il y a quand même quelque chose d'assez naturel dans ce cycle-là, de dire que mon père, il a quitté, il a laissé beaucoup derrière lui. J'ai eu la chance d'y aller une fois quand j'avais 13 ans. J'ai vu de mes propres yeux la difficulté que certaines autres personnes vivent. Puis, tu sais, je pense que ça change ta perspective par rapport à tes difficultés à toi, tu sais. On le dit souvent, mais je pense qu'il y a des gens qui. Il y en a que je leur paierais un billet, puis j'irais, tu sais, leur montrer. Tu sais, en vrai, je pense que ça vient toucher ton cœur, puis ça vient vraiment te toucher au fond de toi-même, de dire que, OK, ouais, tu sais, moi, tu sais, que j'ai pas mon petit confort tout le tour, tu sais, chez moi ici. Tu y penses différemment quand tu vis des expériences comme ça. Puis, par aussi tout ce dont mon père m'a parlé quand j'ai grandi, ben, tout ça, tout ce qu'il m'a inculqué, ben, ça me dit, OK, une fois que l'occasion se présente, si je peux aider d'une façon ou d'une autre, je vais le faire. Puis, ce qui m'a amené que l'année dernière, on rencontra donc des gens de la banque de BNP Paribas qui, justement, eux, œuvrent sur des projets comme ça humanitaires. Ils voulaient donc m'aider, en fait, supporter un projet que je choisirais. Puis on s'est donc associé à un ONG qui s'appelle Care International, qui ont déjà évidemment des projets actifs dans certains pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique centrale, un peu partout dans le monde en vrai. Puis donc j'ai choisi le Togo, c'était le truc le plus logique pour moi pour commencer. Puis en fait, la façon que c'est construit, c'est qu'à chaque point que je gagne durant ma carrière, je donne 5 $, pardon, à chaque point que je gagne. Puis BNP Paribas, eux, matchent avec 15 $. Wow. Ça fait que bon, c'est 20 $ à chaque point. Cette année, je suis rendu à plus de 4000 points. Donc, c'est ça. C'est sûr que ça fait de l'argent qui va à une bonne cause. Puis, en fait, c'est pour l'éducation en fait, des jeunes filles, des jeunes garçons d'une région en fait, du nord du Togo. Ça leur permet la rénovation de terrains de sport, la formation de coachs et de formateurs, mais surtout l'accès donc à l'éducation puis en fait aux droits, surtout aux jeunes filles. Dans ces pays-là, les jeunes filles, par exemple, ne sont pas toujours au courant de leurs droits. C'est pas toujours très égalitaire. Puis puis même l'accès à l'éducation. Ici, pour nous, c'est logique. Petits garçons, petites filles peuvent aller à l'école, mais là-bas, certains endroits, ils vont encore prioriser les garçons à aller à l'école avant les filles. Fait que c'est un peu tout ça, puis c'est ce que le projet fait, puis c'est ce que moi, à travers ma carrière, moi, je peux continuer à jouer, puis en même temps, je les aide. Fait que ça me permet de continuer à faire ce que je fais tout en aidant. Fait que c'est très efficace, puis
Ouais, puis je te dis bravo. Je suis convaincu que n'importe qui entend ce que tu viens de dire va vraiment te dire bravo fois 1000. Puis quand tu étais là à 13 ans au Togo, te souviens-tu d'une image en particulier? Tu sais, je vais donner un exemple. Je suis déjà allé au Mexique dans des villages où la pauvreté était de mise, disons. Ouais. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, on se rendait là-bas, j'étais déjà comme prêt à voir des choses qui allaient vraiment me confronter. Puis il y a une affaire qui m'a le plus marqué, puis c'est niaiseux, chaque fois que je le dis, les gens ne s'attendent pas à ça. C'était de voir le sourire des habitants comme qui étaient là, puis qu'il n'y avait rien. Là, les pieds dans la terre, il n'y avait rien. Là, un petit abri à peine pour y était 8. Moi, ça m'avait tellement... Ça m'avait vraiment marqué. J'en parle, puis ça me touche encore. Y a-tu quelque chose? À 13 ans en plus, moi, on s'entend, je devais avoir 27 ans. Dans les yeux du Félix de 13 ans, te souviens-tu de quelque chose qui t'a marqué à vie ou c'était l'ambiance générale? C'est ça que tu dis, c'est que c'est presque les gens, ils sont pas tristes, ils sont comme plus heureux que genre des gens chez toi. Oui! Tu te sens comme mal, tu sens comme honte. T'as comme un peu honte, tu sais. T'es comme... Pourquoi nous on chiale, tu sais, parce que, je sais pas, il y a du trafic, puis... Puis c'est vrai que j'ai vu la même chose au Togo, tu sais, j'ai vu des enfants, j'en ai jamais vu un triste, tu vois, mais j'ai vu des enfants qui transportaient de l'eau du puits sur leur tête ou, tu sais, qui avaient à peine quelques vêtements, puis... mais l'image qui m'a marqué le plus, donc, on quitte la capitale, parce qu'en fait, au sud, c'est un pays qui est nord-sud comme ça, c'est pour donner une idée. On quitte la capitale qui est en plein sud, sur le bord de la mer. Puis en fait, on doit aller au village de mon père qui est à plus de 300 km. Puis sur la route, on s'arrête pour acheter du pain. Puis quand il voit la voiture s'arrêter, il y a une femme avec ses enfants, je ne sais pas, une famille, en fait, au complet, qui se rue vers la voiture avec leur pain dans la voiture, ils essaient de te vendre le pain. Puis mon père, il dit « Laissez-moi, je vais gérer, tout ça. » Fait qu'il gère le truc, puis à la fin, quand il a acheté son pain, il me donne l'équivalent de 5 sous canadiens, tu sais. Genre, tu sais, c'est truc ou 25 sous, mettons, tu t'achètes des bubblegum dans le métro avec, là, tu sais. Ouais. Puis il me dit, tu sais, donne ça à la petite fille, puis la petite fille, j'avais 13 ans, elle devait en avoir, elle avait moins de 10 ans, là, tu vois, elle était tout petite. Puis je lui donne, puis c'est justement comme tu dis, le sourire qu'elle avait, comme, était comme émotive, puis elle a comme regardé sa mère, tu sais, comme ça, en lui disant, tu sais, regarde ce que j'ai eu, puis moi, j'étais comme, c'était l'équivalent de 5 sous, là. Tu sais, tu donnerais ça à n'importe qui ici, puis ce serait comme, tu sais, là... Ouais, ça calisserait, là. Ça calisserait, on va le dire, tu sais. Tu veux te rire de moi? J'ai dit comme, franchement, j'ai l'impression que je lui avais donné, ça a fait comme sa semaine, puis ça m'a, moi, j'ai versé une larme à ce moment-là, on était dans la voiture, puis j'étais comme, je sais pas, j'étais complètement, tu sais, sur le cul. Sur le cul, j'étais déboussolé, je sais pas, mais ça m'avait vraiment frappé, puis jusqu'à ce jour, là, je me souviens de cette image-là comme si c'était hier. Mais c'est comme si c'est vraiment... Pour ça, tantôt, j'utilisais le mot confrontant, parce que quand j'ai vécu ça, je pense... Tu sais, oui, je pensais à tout le monde qui chiale au Québec, puis malheureusement, où on a un haut taux de suicide au Québec aussi, alors qu'on a des conditions exceptionnelles. Mais de moi-même, j'étais comme un peu déçu de moi-même. J'en revoyais plein de choses que j'avais dites, où j'avais chialé, où j'étais comme, femme donc ta calisse de gueule. C'est exactement ce que je me disais, là, mais ça. J'étais comme triste de moi-même. Ouais. En tout cas, bref, ça m'avait vraiment marqué. Là. Mais tu sais, je pense qu'il y a ce côté-là, parce que je pense que quand tu le gardes au fond de ta tête, tu apprécies justement plus que tu as. Puis tu sais, à d'autres voyages, je suis allé en Inde aussi jouer un tournoi. Puis tu sais, j'ai vu des situations qui étaient quand même pas faciles, que ce soit juste en marchant dans la rue ou en me promenant. Fait que c'est très formateur, mais malgré tout, je pense que j'ai un peu compris une chose de me dire comme tu peux pas comparer. On ne peut pas comparer nos problèmes. C'est sûr. Dans le sens que eux, c'est des problèmes très... c'est des besoins primaires. C'est le fait, exemple, de survivre. C'est un peu dans la survie. Mais à leur niveau, moi, je regarde ma grand-mère, par exemple, paternelle, qui n'a jamais sorti de son village au Togo. Elle n'a pas grand-chose. Quelqu'un ici
mais comment elle fait pour survivre? Mais elle est heureuse, tu sais, puis elle est tranquille avec ça. Le problème, c'est qu'elle ne connaît pas aussi ce qu'il y a ailleurs, tu vois? Totalement, ouais. Elle peut seulement se comparer à ce qu'elle connaît, tu sais. Donc, c'est assez normal de dire, ben, tu sais, elle arrive à manger, mon père a mis une bonne situation en place pour eux, c'est correct, fait qu'elle arrive à être à survivre, à avoir le minimum. Mais elle est heureuse parce que, tu sais, puis elle a sa religion qui compte beaucoup pour elle, puis c'est un peu tout, tu sais. Mais c'est sûr que nous, ici, je veux pas non plus, des fois dans l'idée, tu sais, on va comme, après ça, comme dénigrer ou dire que les problèmes qu'on vit ici sont moins compliqués et tout ça. Tu sais, il y a des stress qu'on peut vivre, même en étant au Québec, même si on a la santé, l'éducation gratuite, tu sais, qui sont des gros stress, là, tu sais, dans tout ce qu'on vit en ce moment avec l'ère des réseaux sociaux, la comparaison, l'anxiété, les problèmes de confiance en soi. Tu sais, c'est des choses que peut-être eux, ils vivent moins parce qu'ils ont plus des besoins primaires. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas juger les problèmes d'un autre, tu sais. Tu sais, moi, si toi, tu me dis, tu vis quelque chose à l'intérieur, tu sais pas là, comment la personne se sent à l'intérieur, tu ne peux pas cacher ça, tu sais. Une émotion, c'est une émotion, puis tu la vis. Fait moi, je dis, tu peux pas juger le problème d'un autre, tu sais. Non, c'est sûr, sinon on finirait jamais d'être triste. C'est sûr qu'à un moment donné, le cerveau rembarque pour relativiser, tu retombes dans ton quotidien. Puis c'est sûr que malheureusement, on recommence à chialer dans le sens où, comme tu dis, ben, je comprends que tu as des problèmes, mais moi, mes problèmes, c'est ça en ce moment. Ouais. Puis c'est-tu de ma faute? Ouais, c'est ça. Des fois, tu deviens quasiment narcissique à te dire oui, je comprends, mais moi aussi, j'en ai des problèmes. Mais c'est. En tout cas, c'est vraiment. Mais... Mon père qui a vécu un peu les deux réalités, il me dit souvent que tu nais avec. Tu es dans une situation, puis tu essaies vraiment de faire le mieux avec ce que tu as autour de toi. Lui, quand je regarde le parcours qu'il a fait dans sa vie, ben, pour moi, c'est un peu le même parcours que quelqu'un qui naît ici puis qui devient millionnaire, dans le sens que. Puis j'ai mis un chiffre là-dessus, mais en gros, qui devient chef d'entreprise, on peut dire n'importe quoi, mais par rapport au fait que le parcours qu'il a fait, si on prend juste le parcours, il est parti de plus loin, et il a quand même, il a fait beaucoup de choses. Puis c'est pour ça que le monde est grand, tu nais dans une situation, dans une famille que tu t'as pas demandé de naître dans cette famille-là, mais tu nais dans une situation, puis tu essaies de faire vraiment au mieux avec, là. Oui, puis de toute façon, moi, je connais bien, j'ai connu quelques personnes qui ont été souvent en difficulté, malheureusement. Puis même quand ça allait un peu mieux, l'argent qu'il y avait plus en abondance ou la possibilité d'acheter plus d'objets, plus de biens, pour de vrai, il s'en calissait complètement. Là. Il était comme, ouais, mais j'en ai pas besoin. Puis il y en a d'autres, comme tu disais tantôt, hein, comment tu fais pour vivre sans ça? Ouais, mais j'en ai pas besoin. Tu sais, il y a aussi ça. Plus tu vis dans l'abondance, dans l'argent, c'est sûr que ça influence ton parcours. Mais il y en a vraiment qui vont... Je pense à un gars comme Yvon Deschamps qui a marqué l'histoire du Québec, un humoriste reconnu qui est lui-même jeune et même encore aujourd'hui, il fait beaucoup, beaucoup d'argent, a toujours redonné. Il a tellement redonné à la communauté et redonne encore à l'âge où il a 85 ans. C'est comme, ouais, mais je garde ce que j'ai besoin pour vivre, puis le reste, là, c'est dans les fondations, c'est dans sa fondation, pour aider les jeunes. Moi, je trouve ça noble incroyablement. Puis c'est pour ça que je trouvais ça beau, ton engagement humanitaire. Là. Pour moi, c'est sûr que c'est ça, comme il y a des choses que, évidemment, tu travailles fort, puis tu veux mettre des choses en place autour de toi, puis tu veux, malgré tout, élever ton confort, puis tu veux être bien. Mais je dirais que, quand je reviens au sujet de l'argent, peut-être tout à l'heure, c'est sûr que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que, comme maintenant, en faisant de l'argent, puis en ayant, en ayant ce que j'ai, je réalise plus que c'est pas la chose la plus importante. Je pense que c'est comme adolescent ou quand tu rêves d'avoir un jour un très gros salaire, tout ça, c'est très bien. J'en suis ravi aujourd'hui, puis je suis toujours reconnaissant, puis j'en suis ravi. Mais je peux encore mieux dire, je pense, de ma position aujourd'hui, dire qu'au final, tu réalises que j'aurais encore plus, exemple, dans mon compte où j'aurais, exemple, telle maison, où j'aurais telle chose. Ça reste qu'à la fin, moi, ce que j'aime, c'est, exemple, mon sport, puis je veux exceller là-dedans. J'imagine que toi, c'est pareil en humour. Ouais. Même si demain, tu avais 100 millions dans ton compte de banque, ben, tu veux délivrer, tu veux exceller dans ton métier, tu veux rester drôle, tu veux rester intéressant, tu veux que les gens aiment ton humour. Pour moi, c'est un peu pareil. C'est comme, à la fin, ce qui importe, c'est
c'est que je vive mon rêve, puis que je sois fier, puis que ma famille soit bien, tu sais. Oui, totalement. Puis c'est pour ça, je pense que la classique phrase, l'argent fait pas le bonheur, je pense que faut que tu sois riche, ou du moins, il faut que tu aies beaucoup d'argent pour le réaliser. Parce que quand tu n'en as pas assez, ou tu juges que tu es dans une situation de pauvreté, ou que tu voudrais toujours en avoir plus, on dirait que c'est comme cette phrase-là te fait chier. C'est comme, hey, ta gueule, l'argent fait pas le bonheur, l'argent fait le bonheur en sacrament. Mais quand arrivent des situations à cause de ton sport, à cause de ton talent, à cause de où tu gagnes à la loto, rapidement, je trouve, même si tu as une grosse maison, 3 chars, mais t'es comme, ta nature va ressortir, ton quotidien va ressortir, puis rapidement, tu vas faire, ouais, dans le fond, tu sais quoi, j'ai jamais eu une aussi grosse maison, j'ai jamais eu autant de voitures, j'ai jamais eu autant de ci, puis de ça, puis en bout de ligne, m'en calisse, puis c'est là que je trouve que la phrase embarque de, ben, c'est véritablement vrai que l'argent fait pas le bonheur, pardon. Mais tu sais, ça reste que, c'est sûr que, il y a comme, évidemment, la santé, la famille, on le dit souvent, là, tu peux être riche et malheureux, ou si tu n'as pas de gens autour de toi, ou si tu n'es pas épanoui personnellement. Mais ça reste que, je pense que l'idéal, évidemment, en premier lieu, c'est ça, c'est les choses importantes, comme tu dis, la famille, la santé, l'épanouissement dans ce que tu fais. Puis après, tu peux évidemment tu peux faire de plus gros salaires, avoir de l'argent, ce qui est une bonne chose aussi, ce qui est positif. Mais je pense que c'est vrai qu'une fois que tu as le principal, c'est normal de vouloir dire, ben, j'ai déjà, je suis chanceux, j'ai tout ce que j'ai autour de moi, ma famille, tout ça, ben, je veux vouloir faire plus d'argent. Ça, c'est très bien, tu sais. Mais tu réalises qu'une fois que tu as de l'argent, c'est pas ce qui est le plus important. Puis que si tu n'avais pas justement en premier lieu la famille, ben, l'argent, elle vaut rien, en fait, quoi. Ben, c'est pour ça qu'on voit autant d'acteurs et d'actrices et de vedettes hollywoodiennes complètement déchus qui vont même jusqu'au suicide alors qu'ils ont tout. Tu sais, je veux dire, il y a des millions et des millions, mais si tu n'as pas d'équilibre, mon chum, tu vas finir par tomber. Je t'en passe un papier. Mais bref, on salue quand même. On salue les pauvres qui nous écoutent. Félix, avant de te laisser retourner faire tes petites affaires. On a des questions ici. On n'a plus, Fred. Ah oui, il en reste. OK, bon, on avait 4. On a répondu. Bon, OK, c'est parce que plus on parlait, plus qu'on répondait aux questions du monde. Il en reste plus? Il en reste une. OK, Fred, mets-la. Mets la question. On a Isabelle Matt ici qui nous dit, Félix, qu'est-ce que tu fais pour lâcher ton fou dans la vie? Ça, on en a parlé un petit peu tantôt. On t'a vu gagner ton futur de Sherbrooke il y a quelques... OK, oui. Il y a quelques années, et tu nous avais tellement impressionné par ta maturité. Alors, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, lâcher ton fou par rapport au fait que tu dégages une image. Tu ne fais pas juste la dégager. Là. Tu es cet homme mature et sérieux. Mais c'est quoi, c'est exactement à Sherbrooke? Futures, en fait, c'est comme la première catégorie de tournois professionnels. OK, oui. Ils les appellent Futures. Après ça, tu as le niveau Challenger. Le Challenger, c'est peut-être l'équivalent d'une ligue mineure, si on veut. Mais en gros, le Challenger, c'est l'ATP qui gouverne ça. Okay. Mais c'est un peu le circuit secondaire, si on veut, du circuit principal. Après ça, tu tombes dans le circuit ATP. Puis dans le Challenger, tu as des joueurs tu peux avoir des joueurs qui sont dans le top 100, tu peux avoir des très bons joueurs, mais en général, c'est plus entre 100 et 300e, tu sais. Puis quand tu es dans le top 100, ben, tu tombes dans le circuit plus ATP. Donc bref, c'était donc un tournoi à Sherbrooke. C'était pas ma première victoire sur le circuit professionnel, mais c'était peut-être ma 2e ou 3e, tu sais. C'était quand même un titre important pour moi, tu sais. C'était... donc c'était en 2017, je pense. Ça, j'avais encore 16 ans, mais j'avais 17 ans, puis c'était un titre important. Puis, comment je fais? Oui, donc comment je fais pour lâcher mon fou? C'est vrai que ça demande tellement... mon sport couvre tellement une grande partie de mon année, tu sais, de ma vie. Ben oui, comme là, l'année dernière, tu sais, c'était mon anniversaire. Le jour où j'ai perdu à Montréal, c'était le jour de mon anniversaire. Tu sais, on se souvient, bon, on m'a chanté Bonne fête sur le centre, puis c'était un beau moment, malgré tout. Puis, tu sais, après, le soir, ben, je me dis, tu sais, c'est quand même bon, j'ai eu 19 ans, tu sais, je suis rarement à Montréal, il y a tous mes amis et ma famille qui sont là. Puis, on a fait un beau souper à la maison, puis après ça, je suis sorti avec mes amis. Puis, tu sais, on a passé une super soirée, puis
c'est comme ça que je lâche mon fou. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis à fond dans ma carrière, mais après, quand c'est le temps de fêter ou quand c'est le temps de célébrer, ben, je lâche mon fou aussi, puis franchement, je ne calcule pas. T'sais. Bon, au niveau de l'alcool, je calcule un peu, là, je ne veux pas non plus finir à l'hôpital, mais dans le reste, non, je prends vraiment du plaisir. Puis, après, mon histoire, c'est qu'après, j'avais un autre tournoi donc à Cincinnati, un tournoi important aussi. Puis, je te dirais que, tu sais, quand tu dis que tu apprends des leçons, tu sais, ou que tu apprends certaines choses, c'est pas que je suis arrivé en lendemain de veille là-bas, j'étais très bien, mais tu sais, d'avoir comme perdu du sommeil alors que, tu sais, c'était jeudi soir, ça, puis j'ai joué déjà dimanche là-bas, tu sais, tu perds quand même une journée et demie, 2 journées. Je suis pas arrivé, mettons, dans les meilleures dispositions. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, je ne referais pas ça, tu vois, parce que je sais que ça a joué sur le niveau que j'ai produit après au tournoi. Mais bon, tu sais, c'est... En même temps, tu sais, je regrette rien parce que, tu sais, ça m'a fait plaisir. Puis il y avait d'autres raisons pour lesquelles je n'ai pas bien performé. Mais ça reste que je peux rarement lâcher mon fou. Exemple, sur une année comme cette année, en plus, bon, avec le COVID, mais là, j'ai pas eu trop la chance. Mais tu sais, je prends plaisir aussi dans les petites choses de la vie. Franchement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux de juste prendre plaisir dans des choses simples. Là. Je suis vraiment pas dans le truc de... Tu sais, moi, de faire une soirée à 10 000 avec toutes les bouteilles et tout, tu fais ça peut-être une fois dans ta vie, mais c'est pas cool, tu vois. Je prends plus plaisir dans les petites choses de la vie, là, comme aller voir un bon show d'humour, là. C'est vrai, ça c'est important. Non, mais pour vrai, peut-être on va finir là-dessus, mais je suis un gros fan d'humour. Surtout au Québec. Non, je suis bon ami avec Arnaud, Guillaume Pinault. J'avais rencontré un peu toute cette gang-là à Alt. Une fois, je devais faire une émission à Alt. Fait Arnaud, Pierre Lefun n'était pas là, mais il y avait Pierre. Guillaume était là. Pardon. Ouais, pour les gens qui n'allument pas, c'était Alt à Vrac TV. C'était juste Vrac, en tout cas, bref, là. 2-3 ans à peu près. Fait que, tu sais, puis j'adore, comme il y a toute une nouvelle génération d'humoristes. Moi, j'ai connu évidemment quand j'ai grandi, tu sais, Louis José, Martin Matt, Rachid, mais tu sais, j'en ai voir quelques-uns en spectacle. Mais là, j'adore ça. Tu sais, j'écoute même les émissions, le prochain stand-up. Fait que je trouve qu'il y a tellement un gros réservoir d'humoristes, puis on a tellement un bon humour. Puis moi, ça me fait rire parce que j'écoute ça, ma copine, mettons, elle peut rien comprendre, tu sais, elle parle pas français. Mais tu sais, moi, c'est mon truc à moi, puis je voyage, puis c'est comme, tu sais, de sentir que, je sais pas, t'es partout dans le monde, mais comme, ça, c'est un truc avec lequel tu peux toujours connecter, tu sais, la culture au Québec, puis l'humour au Québec, ça me fait vraiment plaisir, là. Ben, le jour où tu voudras venir voir mon show, écris-moi, puis je vais te dire c'est quoi mon site web pour que tu achètes tes billets. T'as plein d'argent, tabarnak. Ça va faire plaisir. Ben non, tu sais bien, je pourrais bien t'en offrir, là. non, je paye mes billets, Félix, merci infiniment pour ton temps. C'est un grand plaisir. T'as peu, bouge pas, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un... Il y a Parce qu'il y a un de mes amis qui ne catche pas la plateforme, fait qu'il arrête pas de me texter. Il y a une question pour toi. Danny, on le salue. Est-ce que tu te fatigues, Carole? Ah, OK, il veut ça. OK, 2 questions. Attends un peu, moi, j'en ai parce que depuis tantôt, on parle de quand tu lâches ton fou, tu parles d'alcool, mais je voulais savoir, tu fumes-tu des battes de temps en temps? Non. Ça, c'est réglé. Non. OK. Non, mais regarde, je me suis dit, je peux pas raccrocher sans lui demander s'il fume des battes. Il y a déjà, c'est parce que au niveau familial, ça passerait pas bien. Mais même si je voulais le faire en cachette ou peu importe, l'affaire, c'est que on peut être testé aléatoirement durant l'année. Oui, c'est vrai. C'est pas, en fait, tu peux prendre... je pourrais prendre une suspension avec un joint même, tu vois. Fait c'est pas que s'il n'y avait pas ça en place, je le ferais pas quand même, je pense, mais il y a aussi cette raison-là c'est très sévère à ce niveau-là au tennis. Ouais. Non, je comprends. De toute façon, c'est pas moi qui va te juger. 1, je suis pas un athlète. 2, j'ai jamais fumé de batte. Je suis pas très drogue et compagnie. Mais je me crosse pas. OK, bon. Ouais, la question que je veux savoir, oui, c'est quel joueur qui t'a le plus impressionné, contre qui t'as joué? C'est ça sa question.
J'imagine que ça va être un genre de Nadal, Djoko, Federer, quelque chose de même. Ouais, ben, j'ai que joué de Nadal. Nadal, évidemment, c'est impressionnant. C'est par le moment du match aussi. Ben, parce que c'était à Madrid chez lui, le stade était plein de 1000 personnes. Le bruit qu'il y avait, c'était quelque chose que j'avais jamais vécu. Puis c'est sûr que non, c'est assez impressionnant. Mais malgré tout, c'était comme, pour vrai, au début, après, il m'a battu en 2-7, mais un peu accroché, mais comme, puis j'ai pas connu, je pense, le meilleur match que j'aurais pu faire. Mais je sentais que, par rapport à comme le gars que tu as connu quand tu as grandi, l'idole et tout, je sentais, OK, je suis pas si loin, Pour vrai, j'étais comme, je suis pas si loin, on compétitionne, il y a un match, j'étais à 4 partout au premier set. Finalement, je perds 6-4, mettons, mais comme, cool, tu sens que tu es quand même dedans. Fait que je dirais que, par contre, il y a des joueurs, une fois, j'avais joué, genre, mettons, Nishikori, il m'avait foutu une volée. Puis, sur une journée comme ça, où est-ce que lui jouait très bien, puis que moi, je jouais un peu moins bien, il m'avait quand même complètement dominé. Fait que ça, je pourrais dire d'une façon, oui, ça m'a impressionné. Mais Nadal, il serait quand même, évidemment, au top de la liste. Là. Y a-tu des moments, je sais que c'est pas dans ta nature, tu l'as dit, t'es intense, t'es compétitif. Des fois, tu baisses du pavillon quand tu vois que Chris, c'est pas un bon match, puis l'autre, il est en feu, pas possible. C'est le dernier set. Tu perds 5-2, 5-1. Tu te dis-tu, hey, regarde, Carlis, je vais peut-être pas toutes les courir pour que ça finisse, là, ce petit calvaire-là? Ben, c'est jamais une intention. Il y a des joueurs, on a vu des joueurs que, quand, mettons, ça va vraiment pas bien, ils vont presque un peu jeter la serviette pour avoir l'air du joueur qui est comme ouais, mais j'ai pas essayé de toute façon, fait qu'il m'a pas de temps battu. Ça, c'est le pire. Là. Mais j'ai jamais fait ça. Par contre, c'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que il y a des journées que tu n'es vraiment pas bien pour différentes raisons où le joueur il joue très bien. Puis je baisse pas les bras, mais ça se fait comme naturellement. Tu arrives des fois, c'est sûr que quand tu es mené, mettons, 5-1 ou 5-2, ça arrive, mettons, puis que le gars, ben, en fin de match, ben, tu sens comme moins que tu as des chances, puis ça joue un peu sur le fait que des fois, tu vas rater un peu plus. Parce que, des fois, ce que je pense qu'on ne voit pas à la télé, c'est que c'est pas que tous les points ne sont pas joués de la même façon. Parce que, tu as quand même dans ta tête tout ce qui vient de se passer pendant, exemple, 1h30 sur le terrain, puis tu dois vivre avec ça à chaque fois. C'est comme, si mettons que tu es en train de te faire clencher, si ça fait 6-2, 5-1, ben, tu ne joues pas le point à 5-1 comme à 0-0, Même si tu es le même joueur, même si c'est le même adversaire, tu es quand même plus découragé, puis ça, c'est normal. Mais c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, puis d'améliorer parce que je pense que je ne suis pas parfait là-dessus. Mais non, mais j'essaie de me battre jusqu'à la fin au mieux, en tout cas. Là. Et je te jure, je te laisse aller après ça. À partir de quel rang mondial tu serais déçu de toi-même? Est-ce que tu veux absolument être premier mondial? Est-ce que si un jour tu feras... En fait, pas si un jour, tu vas le franchir, c'est évident. T'es top 10. Qu'est-ce qui est satisfaisant pour toi? Ouais, c'est une bonne question, ça. On me la pose jamais dans cet angle-là, tu vois. On me demande souvent ce que je veux faire, mais c'est la première fois avec son Sam qu'on me demande... avec son Sam, c'est ça. Moi, j'ai du bonheur. Là. Mais non, franchement, il n'y a pas... je veux aller dans le top 10. Je veux un jour... ce serait mon rêve d'être numéro mondial. C'est même plus qu'un rêve, c'est la raison pour laquelle je travaille. Puis, je pense que je serais... Évidemment, là, si exemple... tu me dis quand j'ai 12 ans, que exemple, tu deviens 3e mondial, mais pas plus haut, ben, je signe tout de suite, tu sais. Mais ça reste que le jour, mettons, je sais pas, t'as plus de 25 ans, t'as même plus tôt, tu sais. Exemple, le jour où tu arrives 3e, ben, tu dis, je suis encore en train de jouer, je suis en forme, pourquoi je n'irais pas premier, tu sais? Exact. C'est sûr que tu veux toujours plus, mais à la fin de ta carrière, si, mettons, je finis et que j'ai été 3e mondial, je vais pas trouver ça dégueulasse non plus, tu sais. Puis, je pense que c'est plus le sentiment de dire que tu as tout fait et tu n'as pas de regrets. Pour moi, je fais les choses, j'essaie de travailler au mieux, j'essaie d'avoir une certaine consistance dans ce que je fais, dans mon éthique de travail, pour qu'à la fin de ma carrière, je dise, ben, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait tout ce que j'aurais pu faire, j'ai essayé des choses, j'ai appris, comme ça, tu n'as pas de regrets. T'sais. Ben, sache que le Canada en entier est déjà conquis par ta carrière. Puis tu viens juste d'avoir 20 ans. Et le jour où tu seras premier mondial, je te paye la poutine à patate rouge.
C'est bon, ça. Merci, t'es fin. Je te souhaite le plus grand des succès, tant en amour que les sports que la vie. Merci beaucoup. Prends soin de toi, mon vieux. Au plaisir. À bientôt. Bye. Bye bye.